Anto Horda me dit, vous qui avez commenté quelques matchs de foot, pourriez-vous nous décrire la journée type d'un commentateur de foot? Préfériez-vous occuper le poste de commentateur ou celui de chroniqueur sur un plateau CFC 100% foot? Alors j'ai commenté quelques matchs anglais et quelques matchs de Ligue 1 avec Canal, à ma demande, parce que j'avais envie d'essayer ça, pour un résultat que je qualifierais de mitigé. J'ai surtout trouvé que j'étais extrêmement perfectible lorsque je commentais un match où il se passait rien. En tant que téléspectateur, je suis pas fan des commentateurs qui parlent tout le temps. C'est vrai que je le disais à Jean-Charles Sabatier l'autre jour, à la Légion d'honneur de Marc Keller, je dis, je sais même pas, parfois tu parles tellement que je sais même pas comment tu arrives à respirer. Et c'est vrai que moi, quand je commentais, bon, en plus j'étais dans le rôle du consultant, donc il y avait des moments où pendant 1 minute 30, j'étais capable de pas parler pour laisser le jeu s'exprimer. Et beaucoup me reprochaient mon manque d'enthousiasme. Mais voilà, le premier match que j'ai commenté dans ma carrière, c'était avec Stéphane Guy, c'était Arsenal-Newcastle, ça avait fait 7-3. Bon, bah là, évidemment, c'est pas dur d'être enthousiaste. Il est évident que quand tu vas commenter Toulouse-Nice 0-0, c'est très compliqué d'être enthousiaste. Voilà, donc je pense en tout cas que j'étais infiniment meilleur en plateau qu'aux commentaires. Et puis de toute façon, quand tu lis les réseaux sociaux, il y a quasiment personne qui trouve grâce aux yeux des gens, à part les morts, hein, Gilardi, Thierry Roland. Donc voilà. Mariano Pinet, lui il a une question copieuse. Hein. Quelque chose m'échappe avec le PSG. Leurs prestations, leur niveau cette année me semble être raté d'avance, aucune consistance, aucun plaisir à regarder les matchs. Je suis du genre à prendre du recul, à vouloir aller plus loin que les apparences, mais pour la première fois, j'ai envie de dire ça. Bon, ils vont le virer. Quand Enrique? Je comprends pas qu'on ait évincé Blanc, Ancelotti, Tourelle, et lui, on est patient avec lui. Comment expliquais-tu cela? Je pense que si le PSG est patient avec Enrique, c'est justement parce qu'ils n'ont pas été patients avec tous les autres avant, dont certains méritaient peut-être plus de patience, Laurent Blanc, Tourelle, même Emery, même si j'étais pas fan d'Emery, je pense qu'il avait quand même une autre approche du football que celle de Luis Enrique. Et c'est vrai que depuis qu'Enrique est au PSG, j'ai fait preuve, peut-être par rapport à Daniel Riolo, d'un petit peu plus de retenue, mais c'est vrai que là j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. Et je disais tout à l'heure que j'attendais les matchs du PSG avec Neymar comme une fête. Là, j'attends les matchs du PSG. Alors, comme ils sont très rarement l'après-midi, c'est pas l'heure de la sieste. Mais voilà, quel ennui. Encore une fois, ce match de Nantes, c'est une caricature. Et en plus, je soupçonne Luis Enrique de se servir de ces matchs pour faire sa propagande. C'est-à-dire, vous avez voulu un œuf, je vais vous coller Ramos 90 minutes, même s'il n'a pas joué depuis 3 mois et demi et qu'il va forcément être explosé au bout d'une heure de jeu. Je vais surtout pas faire jouer Kolo Muani. Et pour vous démontrer par l'absurde que le problème du PSG, c'est pas un problème de neuf. Non, le problème du PSG n'est pas forcément un problème de neuf. Le problème du PSG, c'est d'avoir un entraîneur qui t'interdit de jouer long, qui t'interdit de prendre des risques dans certaines zones du terrain, qui fait qu'invariablement l'animation offensive se termine systématiquement à droite avec Hakimi, et encore plus quand Dembélé y est associé, que Barcola, qui est c'est vrai en baisse depuis quelques semaines, touche quand même un ballon quand Hakimi, Dembélé en touche 4, et c'était exactement la même chose avec Mbappé l'année dernière. Donc ce déséquilibre au niveau de la gestion des attaques du PSG, c'est un immense problème. Et le problème, c'est qu'on a l'impression que Enrique ne se préoccupe pas de ça, qu'il est bouffi par ses certitudes et qu'il est aussi animé par sa guéguerre avec les médias. Enfin bref, je pense que c'est un très mauvais choix pour le PSG. Je pense que c'est un entraîneur qui a fait sa réputation en gagnant la Ligue des Champions avec, s'il vous plaît, une attaque Suarez, Messi, Neymar, avec lesquels il avait eu quand même quelques problèmes au passage. Et je pense que quand vous voyez son documentaire, vous voyez sa personnalité. Vous voyez d'abord qu'il est totalement mégalo.
totalement mégalo. Je pense que, et c'est pour ça que j'ai pas aimé ce documentaire, je pense qu'il se met en scène totalement. Il y a évidemment toute la partie sur la mort de sa fille qui, pour le coup, est bouleversante, évidemment. Mais voilà, je suis pas certain que ce soit un type avec un caractère très intéressant. Et je pense que tôt ou tard, le PSG déchantera avec lui. Je pense que c'est pas l'homme de la situation, et je pense surtout que le PSG se fourvoie avec ce... Parce que tu peux pas dire on a 800 millions de budget et faire un projet avec des jeunes. Voilà, c'est à un moment donné, si tu as une équipe à 800 millions d'euros, ça veut dire que tu as des joueurs qui sont quand même un peu des stars. Alex Penon me dit, encore Luis Enrique, dis donc. Luis Enrique a été particulièrement égratigné par les médias après les 2 matchs de cette semaine, à juste titre selon moi, mais Campos part encore une fois complètement à travers des critiques, y compris lorsqu'il s'agit de la constitution de l'effectif. Idem dans tes questions où les gens l'interrogent assez souvent sur Enrique, mais parlent peu de Campos qui est à 800 millions d'euros dépensés depuis son arrivée il y a 3 ans avec 3 quarts de flop. Comment expliques-tu que son bilan soit si peu abordé par les médias ? Je pense aussi que Luis Campos fait avec les desiderata de Luis Enrique. Je l'ai dit avant le début de la saison, j'aurais préféré que le PSG mette 80 millions sur Guimaraes que 60 sur Joao Neves, qui n'est qu'un ersatz de Vitinha, qui, voilà, je veux dire, c'est Vitinha ou Joao Neves. Évidemment que les deux peuvent jouer ensemble, mais enfin, ça ne confère pas une complémentarité et une différence de style qui peut permettre au PSG de franchir un cap. Guimaraes aurait apporté au PSG un impact physique au milieu de terrain qui lui manque terriblement. Et ça s'est vu de façon évidemment criante quand l'adversité est costaud à ce niveau-là, que ce soit contre Arsenal, l'Atlético Madrid ou le Bayern, voire même contre le PSV Eindhoven. Donc voilà, si Joao Neves a été recruté, c'est la volonté de Luis Enrique. Si Osimhen n'est pas venu, si Alvarez n'est pas venu, c'est la volonté de Luis Enrique. De toute façon, Luis Enrique est le maître à bord de la politique sportive du PSG. Donc, effectivement, ta remarque sur le recrutement raté de Campos, elle est valable avant Luis Enrique. Maintenant, Luis Enrique, il est seul Dieu et maître, et c'est lui qui décide des joueurs qu'il veut par rapport à sa putain de tactique. Allez, je vais le dire, sa putain de tactique. Et aujourd'hui, Campos n'est qu'un exécutant. Alors, tu pourrais effectivement lui mettre dans les pattes un directeur sportif d'un niveau plus, d'un caractère plus élevé, mais est-ce que ça marcherait avec Luis Enrique ? Et c'est un vrai problème. Effectivement, c'est un vrai problème. Thomas Milan me dit, toi qui connais bien Bafé Gomis, as-tu des anecdotes avec lui, notamment au CFC ? Et si tu devais qualifier sa carrière en un mot, ça serait quoi ? Des anecdotes avec un ami aussi proche que Bafé, j'en ai tellement. Hein. Notre semaine à Merano, l'interview qu'il m'avait accordée lorsqu'il était boycotté à l'OL, qui m'avait d'ailleurs valu une passe d'armes au CFC avec Jean-Michel Aulas. Bafé, on a été injuste avec lui. On a été injuste avec lui, avec Lyon, parce que il fallait absolument faire jouer Lisandro Lopez pour pouvoir le vendre, et que du coup, Bafé ne jouait pas alors que Bafé méritait de jouer. Il a été très maltraité à l'OM, parce que la seule année qu'il fait à l'OM, il marque quand même 25 buts. Et on n'a pas voulu accéder à ces prétentions salariales. Et derrière, l'OM a été en recherche, et l'est d'ailleurs quelque part toujours, du grand Tataka. Donc il y a eu des injustices avec Bafé, qui après a fait une grande carrière à l'étranger, à Galatasaray, en Arabie Saoudite, même au Japon, parce que ça a toujours été un joueur d'un sérieux extraordinaire, d'un professionnalisme hallucinant, avec une condition physique énorme, qui explique aussi sa longévité. C'était pas le meilleur technicien du monde, mais voilà, il avait quand même un vrai sens du but,
Et puis c'est le mec le plus délicieux de la Terre, quoi. C'est d'une gentillesse incroyable. Stéphane Fournier me dit « J'aimerais avoir ton avis sur la vente de l'OM que Vézérian défend. Moi, perso, étant supporter marseillais, je ne crois pas une seconde. À ton avis, est-ce que c'est pour entretenir un buzz ou une réalité ? Bonne journée à toi. » Moi, j'ai toujours eu la même position. Je dis que quand des Saoudiens veulent acheter quelque chose, ils font un chèque. Il n'y a pas d'intérêt à un moment, ça dure pas 2 ans, 3 ans. Ils arrivent, ils font « Allez, cassez-vous, on est chez nous ». Comme on fait les Qataris au PSG, le Qatar au PSG, personne ne l'a vu arriver. Penser qu'il y a des négos qui durent depuis des années avec les Saoudiens à Marseille, c'est évidemment de la pipe. Voilà, Vézérian, il croit dur comme fer. Bon, c'est en plus devenu son fonds de commerce avec les gens qui y ont cru. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il est toujours de bonne foi ou est-ce que de toute façon il est allé tellement loin dans ses affirmations qu'il peut plus reculer ? Je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas. Je m'en fous un peu en plus. Mais de toute façon, McCourt n'est pas vendeur, donc voilà. Et si un jour les Saoudiens veulent vraiment acheter l'OM, croyez-moi, personne ne le verra venir et ça tombera du jour au lendemain. Alex Penon me dit « Daniel Riolo a évoqué cette semaine le coup de pression qu'il avait reçu de la part du clan Mbappé quand elle a dénoncé ses sorties nocturnes et sa mauvaise hygiène de vie. T'est-il arrivé de recevoir des coups de pression de la sorte après avoir exprimé un avis ou annoncé une info ?» Mis à part Zidane, qui m'avait appelé pour me menacer après une émission sur M6 de Berlin, qu'il avait d'ailleurs même pas vue, donc tellement aucun intérêt. Non, j'ai jamais reçu de coup de pression. Après, il faut reconnaître que je me suis très très peu attaqué à la vie privée des joueurs, parce que voilà, je veux dire, et j'étais assez bien placé pour le savoir, puisque je me retrouvais assez régulièrement dans des lieux de débauche avec lui. Ronaldinho avait une vie totalement dissolue, et à l'époque, son niveau sur le terrain était incroyable. Donc, sous les mains de Diawara, que j'ai croisé en boîte de nuit le jeudi soir, alors que le samedi, il faisait la finale de la Coupe de la Ligue avec Marseille contre Bordeaux. Ce qui l'a pas empêché d'être le meilleur joueur de l'OM ce soir-là et d'ouvrir le score de la tête. Donc je veux dire, moi les joueurs ils font ce qu'ils veulent à partir du moment où ils répondent présents sur le terrain. Et puis ça devient un peu une tarte à la crème, l'hygiène de vie. Je pense que si Mbappé et d'autres avaient une vie aussi dissolue et qui passaient leur vie en boîte, vous savez aujourd'hui en boîte tout le monde a un téléphone, tout le monde peut prendre une photo. Et ça se saurait beaucoup plus. Donc, j'ai jamais été tant menacé que ça. Et puis de toute façon, en général, quand je dis quelque chose, c'est pas que je le suppose, c'est que je le sais, donc je suis assez grand pour me défendre derrière.